Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction. Chaque semaine, une demi-heure en direct pour vous accompagner dans la gestion de ce portefeuille et vous permettre bien sûr d'interagir en vous posant toutes nos questions, en l'occurrence à nos invités, Agnès Delors et Paul Schforer. Bonjour à tous les deux, les gérants, et Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour. On commence tout de suite par un petit tour d'horizon de l'actualité. Alors, on a eu les réserves fédérales au Japon, aux États-Unis, encore une fois au centre, au cœur de l'actualité. Au cœur, en tout cas, des réactions boursières. Au cœur des réactions boursières, il ne s'est rien passé, donc c'est déjà un événement, parce qu'on peut croire que ne rien changer, ce n'est pas un événement, mais ça peut en être un. Oui, en bourse, tout est un événement. Aux États-Unis, c'est plutôt bien reçu, c'est l'activité est bonne, mais pas si bonne, etc. Paul pourra peut-être en parler, mais on ne change pas et on n'est pas prêt de donner une date de relèvement des taux. Au Japon, c'est le fameux syndrome qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est est-ce que les banques centrales servent à quelque chose ? C'est-à-dire, on tire toutes les cartouches et puis les perdants ne tombent pas. Hein. C'est ça qui est ennuyeux. Est-ce que vous aimez la métaphore de chasseur d'Hubert ? Moi, je dirais simplement que la Banque centrale peut créer les conditions de la croissance, mais elle ne peut pas faire la croissance. Donc elle peut mettre la cartouche dans le fusil, mais c'est pas elle qui appuie sur les détentes. D'ailleurs, c'est ce que dit la Banque du Japon. Elle dit grosso modo, il y a un Parlement, il vote une loi de finances, c'est peut-être à lui de passer la surmultiplier et peut-être de ne pas augmenter la taxe sur la consommation comme c'était prévu. C'est-à-dire non seulement de passer une vitesse de plus, mais pas de rétrograder. C'est le bras de fer classique des banques centrales et des gouvernements. On a ça en Europe aussi. Hein. Tout à fait. Et en fait, au Japon, on attend la troisième flèche. Voilà. On l'attend depuis longtemps et si elle ne vient pas, les opérateurs finiront par se lasser. Mais flèche, pour l'instant, c'est les réformes structurelles. Hein, oui, tout à fait. C'est la partie qui revient justement au Parlement et au gouvernement. Mais avec un débat plus fondamental et qui nous fait penser aussi à l'Europe, c'est est-ce qu'on peut réinsuffler de la vie dans une économie vieillissante, moribonde, où finalement les décès l'emportent sur les naissances. Le problème du Japon, c'est que ça va trop bien. C'est que c'est un pays riche et vieux, effectivement. Alors réinsuffler de la croissance. De toute façon, la croissance, c'est quoi, Paul ? C'est la démographie des personnes employées plus les gains de productivité. On est bien d'accord. Je crois qu'en fait, la chance que nous avons, c'est que toutes ces naissances qui ont été quand même considérables et qui ont été excessivement importantes par rapport à toute l'histoire finalement économique, ça a généré un progrès et une transformation du monde. Et ça, cette partie-là est certainement la partie que l'on sous-estime quand on regarde que l'aspect démographique des choses, puisque effectivement, on n'aura plus une démographie galopante comme celle qu'on a eue. Bon, un mot sur les comptes qui continuent de tomber. Plutôt bien. Plutôt bien, on parlera de la France tout à l'heure, mais aux États-Unis, il y avait des mauvaises nouvelles à venir. Bon, le syndrome, c'est Apple, bien entendu. Mais il y avait des mauvaises nouvelles à venir. Elles ont été absorbées et maintenant, les investisseurs, les analystes se projettent dans ce qui se passera derrière. Il y a effectivement des grandes études pour dire, c'est bizarre, on a beau désaisonnaliser, le premier trimestre est toujours moins bon que les autres aux États-Unis. Bon, c'est comme ça que ça marche. Ça a été bien absorbé, alors avec, encore une fois, Apple et sa baisse des ventes d'iPhone qui a marqué, mais alors des résultats absolument extraordinaires. Il faut enterrer Apple déjà, Agnès ? C'est cher. C'est cher. C'est pas votre terrain de jeu, mais... Non, je dirais c'est cher, puis il y a de plus en plus de concurrence, notamment... Et puis, pour l'instant, ils sortent tous les 6 mois un nouveau iPhone, mais il n'a rien de nouveau. En revanche, ses concurrents, je dirais, se lancent surtout dans la vidéo, comme quoi vous pouvez capter des vidéos grâce... plus performante via votre iPhone, mais c'est surtout ça. Et puis l'autre impact d'Apple, c'est la vente de toutes les actions de son PDG. Donc, est-ce qu'il croit toujours à son Globalement, aux États-Unis, on relève plutôt les estimations. Donc, on attendait 0 sur l'ensemble de l'année, moins 7% sur le premier trimestre. On est plutôt à se dire que ça va être en moyenne positif, sachant que, on l'a souvent dit, l'économie américaine est une économie de service, mais le Standard & Poor's 500 est un indice de manufacture. Donc, c'est pas l'économie peut aller beaucoup mieux et le Standard & Poor's un petit peu mieux. Bon.
Alors Paul, vous nous avez apporté un graphique, ajustons la perception à la réalité, tout un programme presque politique. Oui, enfin, l'ambition n'est pas politique. L'ambition, c'est simplement de dire, on a en tête que, parce qu'on regarde les marchés dans les devises locales, on a en tête que tous les marchés montent et que l'Europe ne monte pas, que la France est péniblement en arrière, et je ne parle pas de l'Europe au sens large. Elle est en tête des Européennes, néanmoins. Voilà, justement. Ce qu'on peut voir à travers ce tableau, c'est que depuis le début de l'année, la France, enfin le CAC 40, Donc, est corriger en effet des effets de devises, l'euro. est largement en tête devant l'Europe qui est à 4,28, on est à moins 2,56. Et sur le Japon, corrigé des effets de change, on est à moins 6,01. Quant aux États-Unis, sur le S&P 500, qui apparaît comme étant plus élevé qu'au début de l'année, on est quand même à moins 3,94. Donc ça, c'est les effets de change, mais je pense que c'est assez important. Donc Cocorico, en effet, la France va mieux. On converge. Cocorico, je ne dirais pas cela. Je dirais plutôt, il faut bien voir que ce qui s'est passé a eu un impact sur l'ensemble des marchés et on peut l'ajuster en devise locale, mais dans un portefeuille, ça finit par peser. Alors on zoome sur certains indices, le S&P en euros depuis le début de l'année. Le S&P, eh bien, on voit bien que depuis le début de l'année, après avoir eu un point haut en novembre, on a eu simplement une baisse de moins 3,94. Pour le Japon, je vous ai amené aussi, on est dans une situation où on avait eu un point haut en novembre, on est aujourd'hui avec une baisse de moins 6,01. Le MSCI Europe, donc le ça MSCI c'est l'indice Europe large européen. Voilà. Alors, en fait, on a 3 indices plus larges que le CAC 40 et je crois que c'est important. La semaine dernière, on le disait, c'est un marché qui récupère et c'est les grosses valeurs qui tirent le marché. Là, on le voit, le marché, le MSCI Europe, lui, est un peu plus en retard que le CAC. On est à moins 4,28. Et alors le CAC, donc, on l'a vu. Le CAC, on l'a vu. Et alors, le point qui me paraît important à regarder, c'est ce qui s'est passé finalement. Parce que il y a 3 semaines, enfin il y a 1 mois et demi, on était dans une situation où on voyait la catastrophe et le risque déflationniste. Et aujourd'hui, on voit quelque chose de différent. Alors, entre-temps, on peut se dire, c'est le pétrole. Oui, le pétrole qui rebondit beaucoup, Voilà. Il se rapproche des $50 le baril. Tout à fait. Et ce que je voulais un petit peu illustrer, c'est que ce qui a été dit dans l'émission à plusieurs reprises, c'est que ce n'est pas parce que le pétrole remonterait que Total remonterait à du concurrence. C'est donc finalement la similitude de comportement du CAC avec les ressources de base. Et je crois que ça illustre parfaitement qu'on a certainement eu une période de fin d'éclatement d'une bulle des matières premières au sens large. Le pétrole a occupé l'espace et il a joué le rôle de catalyseur d'un certain nombre de choses. Mais finalement, ce dont on a eu le plus peur, ça n'a pas été le défaut dans les entreprises de gaz de schiste ou de pétrole de schiste aux États-Unis, qui représentent de l'ordre de 18 milliards finalement Ou de même de grandes réels. pétrolières, on parlait de Petrobras qui était Tout en à fait, difficulté. tout à fait. En fait, c'est plus l'ensemble du secteur minier qui a été remis en cause et qui finalement pouvait entraîner dans sa catastrophe un certain nombre de banques parce qu'il pèse beaucoup plus lourd. Et c'est pour ça que le CAC patine. Et c'est pour ça qu'en fait les marchés ont énormément baissé. Donc il y a des choses positives qui peuvent venir derrière. C'est que quand on a eu un effet de base sur le pétrole, quand on part d'un pétrole qui lui est à 50, quand on arrive à 30, on est très en dessous. Quand on remonte à 45, on va... Il y a quand même un effet très positivement. positif. Hubert fait la moue. Ah bah, moi, je pense que c'est une réaction technique. On n'est pas stabilisé. On ne sait pas si on se stabilisera. Là, 10% au-dessus, 15% au-dessus, 20% en dessous. On n'en sait rien. Ce qui est important pour le pétrole, c'est que cette évolution-là, elle permet des ventes à terme colossales de la part du gaz de schiste. C'est-à-dire qu'elle augmente la production. C'est-à-dire qu'à la fois, on pensait que pour faire remonter le dollar, le pétrole, il fallait que la production diminue, et on se retrouve dans une situation où la remontée sans diminution de l'offre va augmenter l'offre. Et ça c'est un sujet qui est très intéressant. Mais bon, il faut voir quand même aussi qu'il y a aussi un effet solvabilisation des consommateurs qu'on voit aux États-Unis et qu'on voit en France, qui est lié quand même à la baisse passée. Parce que quand on vaut 50 au lieu de 100, c'est toujours une baisse. Et pour revenir sur ce qui préoccupait tout le monde, à savoir la rencontre de Doha,
Et derrière, on imaginait que ça serait la catastrophe. Finalement, on s'aperçoit que lundi, il y a eu une décision très importante en Arabie Saoudite qui est d'acter finalement que le pétrole serait moins cher. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils actent durablement le fait que le pétrole sera à $60 comme étant un prix élevé. Agnès, d'un point de vue plus micro, comment est-ce que vous avez vécu cette semaine, toutes ces actualités macro? Alors, mais c'est surtout, je veux dire, l'actualité des résultats des sociétés, comme disait Hubert. Le marché a déjà pricé notamment une baisse entre 6 et 7% des bénéfices de société. Donc, du coup, on est sur des résultats meilleurs. Donc, du coup, les sociétés réagissent positivement. On le voit aujourd'hui, notamment sur Technicolor. On a eu Capgemini cette semaine. En revanche, je voudrais revenir sur un point sur les matières premières. Il ne faut pas oublier que le secteur des matières premières est en forte baisse depuis 4 ans. Et si vous regardez cette baisse, le secteur des matières premières est précurseur des ralentissements économiques, notamment des pays émergents. Et ça, le marché ne l'avait pas acté. Et là, on est sur un... C'est passé. Oui. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais c'est-à-dire le marché des matières premières l'avait déjà anticipé depuis 4 ans, ce ralentissement des pays émergents. Et ça se retourne là? Là, on est sur un retournement. Et puis on voit, notamment, on le dit depuis un certain temps, que la Chine est sur une stabilisation de sa croissance. On voit qu'elle a augmenté notamment ses exportations grâce notamment à la hausse aussi du cours du cuivre. Donc voilà, donc je dirais il y a une inversion. Les feux repassent au vert. Oui, quoi, il repasse au vert. Si les résultats des entreprises européennes sont bons, C'est acté. c'est parce qu'ils font de l'Europe et des États-Unis tout ce qui est émergent. C'est-à-dire plus une société est émergent et moins ses résultats sont bons. Voilà. Il faut en être convaincu. Il faut être convaincu que ça va durer un moment parce que il n'y a pas que les volumes qui comptent, il y a les marges. Et on l'a souvent dit, les marges ne sont pas les mêmes sur notamment en B2C, quoi, avec les consommateurs américains ou européens qu'ils le sont dans le monde. Hein. On l'a vu là notamment sur le secteur pétrolier avec Statoil. Donc on a eu Total aussi, ils ont annoncé comme quoi ils auraient une baisse. Il y a une baisse de leur marge. De l'ordre, il y en a pour certains de 40%, mais le marché l'a acté. Et notamment nos craintes, notamment l'année dernière, on avait vendu Total à juste titre parce qu'on avait ces craintes-là. On est revenu notamment sur Total parce qu'on s'est dit maintenant Total va stabiliser son dividende et le retour de la hausse, notamment du Brent. Et avec nous, on a une stabilisation aux alentours de $50. Même ceux qui publient des résultats totalement pourris comme BP, finalement c'était tellement attendu que Exactement. ou Shell d'ailleurs. Moi, je pense que c'est plus. Mais il y a des on cherche les marges de stabilisation. Et sur le pétrole, c'est la production de schiste, puisqu'on est, on est donc avec un marché à terme qui vaut moins cher que le comptant, puisqu'effectivement, ils vendent. Parce que ils vendent à des. Justement, le schiste. Hein. C'est variable d'ajustement, et je pense que si on regarde les portefeuilles actions en général, le fait d'avoir des acteurs qui ont compris que c'était une variable d'ajustement et qui la font rentrer dans leur façon de concevoir l'avenir et leur business model, ça va être très différenciant sur l'avenir. Il y a deux vagues, il y a celle-là et puis l'énergie nucléaire, c'est les deux variables d'ajustement en réalité. Au-dessus et en dessous. Et le nucléaire, c'est un sujet qui malheureusement est un sujet de communication, mais sur le fond, c'est l'autre sujet important. Allez, on avance avec la rubrique consacrée au tableau de bord. Alors les traditionnels feux, ils vont dans le bon sens également. On va découvrir en effet ces indicateurs avec un passage du rouge au vert directement, du stress de liquidité. Tout à fait. En fait, on a terminé cette période un petit peu chahutée qu'on avait eue en fin de trimestre et qui s'était transférée du stress de refinancement vers le stress de liquidité. Et aujourd'hui, on a des indicateurs qui sont plutôt bien orientés. Bon, tout sauf un, visiblement. J'ai justement choisi... On a l'historique des indicateurs. Voilà, en fait, l'historique des indicateurs permet de voir que finalement il y a quand même un peu plus de vert aujourd'hui que par rapport à la période qui a été très chahutée de début d'année. Donc on n'est pas... c'est intéressant de voir qu'il s'est quand même passé des choses. En fait, hein. Voilà. C'est une vision en perspective et on zoome sur le momentum microéconomique. Qui est le seul rouge. Alors, donc. On zoome sur le momentum microéconomique qui est en fait... le seul rouge absolument dans ce tableau. Le point qui permet de temporiser pas mal de choses, c'est qu'aujourd'hui, il mesure quoi? Il mesure finalement la révision des anticipations par les analystes. Et aujourd'hui, les analystes, majoritairement, dans les 3 derniers mois,
finalement, révisent encore plus à la baisse que par le passé. Comment est-ce qu'on explique ça alors qu'on vient d'expliquer Ben, que les résultats étaient moins mauvais? Il y a un mot très important qui a été prononcé, 3 derniers mois. Je prends le pari que dans les 3 prochains mois, il Oui. se passera à peu près Alors, l'inverse. donc la réponse, c'est les analystes sont toujours en retard. Ils ont l'œil dans le rétroviseur. C'est en Bah, partie... c'est difficile. C'est méchant. difficile. Non, les analyses Non, sont, c'est difficile, les analyses quand sont même. drivées aussi par les directeurs Oui. financiers qui, de temps en temps, sont trop optimistes et de temps en temps le sont pas assez. Là, on l'a dit, début de l'année, tout le monde disait on n'y voit rien. Et donc, quand les patrons disent on n'y voit rien, quand les directeurs commerciaux disent on n'y voit rien, le directeur financier, il a tendance à y aller Il mollo. ne faut hein. pas oublier l'accident de 2011. Les analystes étaient hyper optimistes Oui. sur les révisions. Et donc, ce que j'entends, c'est que vous dites les analystes sont trop prudents. Non, C'est- ils le sont, en tout cas. Ils le sont. Non, mais votre analyse, le trop et le commentaire. Le point qui me paraît important, c'est que s'il y a un renversement de ce côté-là, on a quelque chose qui change beaucoup la donne. Voilà. Bah, Qui on passera- pourrait nous Et- permettre de passer C'est- dans un mode Bah, différent. ça serait logique. Si on n'a plus que des feux verts, ça va être très compliqué Là, on de est te en- dire qu'il fait pas beau. On est Voilà. encore en mode 3 pour l'instant. Non, mais il y a apparemment il y a un feu rouge, c'est assez logique D'accord. d'être en mode Donc 3. on reste en mode 3 pour l'instant. Voilà. Mais ce que vous dites, c'est qu'on va surveiller en effet les révisions éventuelles des analystes sur... c'est le point C'est à le point surveiller. d'attention et c'est pour ça qu'on le met en avant parce qu'effectivement, il traduit qu'il y a eu une réduction. Enfin, la baisse dont je parlais tout à l'heure, elle a quand même un sous-jacent, c'est qu'il y a eu aussi une Alors, baisse des anticipations de résultats. Avec quand même des très très gros poids lourds qui sont les banques. Oui. Et ça, les résultats des banques ne sont pas prêts de remonter au niveau qu'ils avaient avant, et notamment les banques. Les marges. Quand Morgan Stanley ou Goldman Sachs ont des résultats qui baissent de 50%, ça compte. Hein. Je sais pas. Les prochains à sortir du CAC sont les banques. Non, oui, Si on prolonge ce raisonnement. mais Les banques les banques, la semaine prochaine, on parlera du résultat des banques. Un mouvement de concentration européen n'est pas à exclure. D'accord. Oui, mais, Mais on joue Mais pas on ça dans le portefeuille. hein. c'est difficile. Comme on l'a dit, les banques. Les banques, c'est- Les banques, ça ne sera plus jamais comme avant, ou en tout cas avant très longtemps. Donc, c'est pas pour ça que, comme on l'a déjà dit ici, quand on capitalise 60% de ses fonds propres, si on monte à 70, c'est une très belle hausse. Ouais. Mais on ne reviendra pas à 1,4. Allez, on avance avec la performance. Alors, tout de suite, le résultat d'interaction par rapport au CAC. Gros retard par rapport au début de l'année. Oui, surtout la semaine dernière, ça a été surtout la semaine dernière où notre fonds a été fortement impacté, et notamment, comme on le disait à l'instant, la semaine dernière, qu'est-ce qui avait boosté le marché? Ça a été les banques, la Chine et le pétrole. Tout ce qu'on Donc, n'aime pas, en fait. Voilà, donc tout... C'est du rattrapage. Alors, c'est Oui. très compliqué le rattrapage, c'est que du market timing. C'est pas, Exactement. c'est pas Oui, du stop. fondamental, c'est l'inverse de. Donc ça explique le On a eu ça, non, on a eu, l'écart. et puis on a eu notre exposition en télécom qu'on a payé au moment Oui. du divorce, de l'arrêt des fiançailles entre Oui, mais Bouygues ça, et- c'était Mais il faut pas oublier dans le que- CAC aussi. hein. Oui, mais Orange, quand même, on a un gros poids dans Oui. Orange, mais elle délivre, puisque c'est Oui, non, mais- Orange est positive depuis le début de l'année, Oui. mais depuis notamment ce qui nous a fortement pénalisé la semaine dernière, c'est-à-dire que il y a de très belles idées, mais la semaine dernière, elles n'ont pas délivré donc toutes les valeurs de croissance, et ça a été notamment des titres comme Arcelor, Société Générale, qui ont fait 15% de hausse. On se Voilà. console comme on peut, mais cette semaine, on fait mieux. Très légèrement mieux, oui. Donc on fait mieux, on gagne 0,29 avec un CAC qui est en légère baisse Alors, d'un cette point de vue semaine. sectoriel, Voilà. ça s'explique. hein. Oui, ça s'explique. Bon, malgré, on a eu surtout aussi cette semaine la hausse, malgré la hausse de Total, qui a fait quand même de 95 de hausse. Donc elle nous pénalise par défaut. Par parce rapport au qu'on- CAC, oui. Par rapport au CAC. Mais on a eu surtout tout le secteur semi-cyclique qui nous a fortement contribué à la hausse de notre spread, notamment avec Eiffage, Rheinmetall. On a eu Vinci également qui ont fait de très belles hausses. Voilà. Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, sur la rubrique performance, on avance et on passe à la gestion. Alors, petit commentaire encore sur ce portefeuille pour zoomer sur les performances, les 10 meilleures et les 10 moins bonnes, le top 10 et le flop 10, comme on dit.
Donc on Alors. retrouve Total en effet. Qui... Oui, voilà, on retrouve Total qui fait 2,95 de hausse. Donc, ça c'est sur le CAC. Oui, c'est sur le CAC et notamment sur notre fonds, on a Vinci qui fait 1,52 de hausse et comme je vous disais, Eiffage, Rheinmetall, donc qui font de très belles hausses. Donc en revanche, dans la valeur, le flop de la semaine, c'est Score, et notamment pour reparler notamment des financières. Donc Score a annoncé un résultat net stable, mais surtout un bénéfice en baisse, et c'est la baisse de ses marges qui ont fortement pénalisé. Et on est dans un monde complètement concurrentiel, et avec des taux aussi bas, la réassurance a du mal à... C'est un métier difficile. Oui. Et puis alors on a Air Liquide, on celui n'a qui... pas Score là. Non, il faudrait la slide le suivante qui s'appelle Interaction, Là, c'est le CAC. Interaction C'est le semaine. CAC, alors, Interaction Le voilà, semaine. le voilà. Voici, Et merci. donc on a l'Air Liquide, ce qui ne déçoit jamais a déçu. Le problème de l'Air Liquide, c'est qu'il déçoit forcément un peu en chiffre d'affaires pour des raisons de change, d'une part, et pour des raisons de coût de l'énergie, puisqu'il ne paye pas beaucoup sa matière première, comme on sait, mais il paye de l'énergie. C'est une tellement belle valeur qu'on n'est pas habitué dessus. Et puis il y a Sanofi. Sanofi, c'est un sujet éternel. C'est un sujet éternel. Personnellement, je pense que dans le secteur, Bayer, Ipsen, je ne sais pas quoi, c'est plutôt mieux. Sanofi, le problème qu'il a, c'est son exposition au CAC 40. Oui, ça, c'est son on l'a exposition au dit. CAC 40. Mais ils ont confirmé, donc ils mettent 9 milliards dans quelque chose contre la prostate, mais ils confirment que le produit vedette, la fameuse Lantus des diabétiques, ça continue. Ils sont empêtrés, ils ont leur star qui va tomber dans le domaine public et ils ne savent pas comment faire. Oui, mais c'est pour ça qu'ils cherchent notamment, souvenez-vous, Sanofi, on l'avait sorti, oui, on vient de la re-rentrer, et notamment parce qu'elle avait tellement bien baissé. Mais dans le secteur, moi je préfère Bayer et puis Ipsen qui est une plus petite, bien sûr. Oui, bien sûr, mais elle est plus petite. Donc, bon. Mais je pense que de toute manière, si le marché, il y a un côté tactique, si le marché remonte, Sanofi en profitera. Et puis n'oubliez pas que Sanofi a annoncé à se restructurer et à se concentrer notamment sur le secteur du cancer. Oui, Donc, et ça va durer un moment. Je sais pas. Oui. Sanofi n'est pas aimé par les Américains et notamment par la Food and Drug Administration, ce qui est très mauvais. Mais vous ne croyez pas que c'est déjà un peu dans les prix sur le cours à 70 ? C'est dans les prix depuis 10 ans. Mais sur le repli de... Pour moi, je pense que Sanofi, c'est la pharmaceutique qui fait... Si, aujourd'hui, c'est pas, on va la vendre après une baisse de cette semaine. €, mais voilà. C'est la pharmaceutique qui fait moins bien que toutes les autres pharmaceutiques. Mais cette semaine, on voit Bayer et Sanofi, c'est un gros écart. Alors Bayer ne fait pas que de la pharma. Ne fait pas que de la pharma. On est très par ailleurs très sous-investi. Exactement. On regarde les arbitrages. Oui, alors les arbitrages, donc on a fait quelques arbitrages aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Donc on a soldé Capgemini, notamment aux alentours de 82 €, donc sur sa publication, belle publication de cette semaine. On a soldé notamment aussi, on est sorti de Nokia, on a un peu restructuré, reconcentré le portefeuille et restructuré le portefeuille. On a sorti Nokia, on a sorti Legrand, on a sorti BIC, déception sur BIC. Donc, on n'avait pas un gros poids. Donc, du coup, on s'est dit, allons nous concentrer sur d'autres secteurs et d'autres valeurs où on n'est pas assez investi. Et notamment, hier, on a acheté du Eiffage, et notamment, elle monte aujourd'hui. Et on a rentré un nouveau titre. On est rentré sur Technip. Voilà. Donc, pour seulement 0,50 et nous sommes rentrés sur Technip, notamment toujours dans notre profil remonté du Technip, pétrole. ils ont sorti des résultats absolument canons. Voilà. Compte tenu de l'environnement dans lequel ils évoluent, on a toujours dit que c'était la meilleure. C'est la meilleure des parapétrolières, on a toujours dit on en a eu, ça n'a pas marché parce que le pétrole se cassait vraiment la figure, mais il y a un management qui est bon. Voilà, un commentaire à chaud sur ces arbitrages que vous découvrez donc en direct aussi. Moi, je pense qu'il faut qu'on a un portefeuille qui a trop de défensives passives. Complètement. Je dirais que l'immobilier, par exemple, c'est des défensives non passives. On a trop de défensives passives. Alors expliquez-nous la distinction. On a beaucoup de... Pourquoi l'immobilier c'est actif, c'est une défensive active? Parce que c'est en train de monter. Non, mais parce qu'il y a 4 ou 5% de rendement et dans un monde sans rendement, vous construisez déjà de la performance avec l'immobilier. Comme on l'a dit la semaine dernière,
dernière, quand on vend Darty pour le tiers de son chiffre d'affaires, c'est que les boutiques, ça doit valoir de l'argent. Alors voilà, Oui, qui n'est pas valorisé notamment au sein des fonds propres des sociétés actuellement sur le marché. Sociétés. Et puis, bon, moi, Donc vous je pensez pense... aux foncières, genre Unibail et compagnie. Ça peut être Unibail ou Clépierre, ça peut en être d'autres, hein, mais... l'immobilier, on a du Nexity, d'ailleurs, qui marche très très bien. On a du FH, ouais, on a renforcé notamment et on a du FH, FH. et Vinci, c'est une sorte d'immobilier. On va pas. Et même si il y a des problèmes liés aux attentats, l'aéroport de Paris est très sous-coté. Et maintenant, il va le montrer, puisqu'il ne pouvait pas le montrer, il s'appelle le Paris Aéroport d'ailleurs maintenant. Il ne pouvait pas le montrer tant qu'il n'avait pas négocié sa mission de service public. Là, maintenant, il va plutôt montrer qu'il sort de la valeur, plutôt que de cacher qu'il est capable d'en sortir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, en vendant Capgemini, on a renforcé nos 2 poids dans Atos et Altran. Voilà. Donc, du coup... Atos, c'est une star. Là aussi. Et aujourd'hui, on a eu les résultats d'Alten d'être super... 50% de hausse grâce à son exposition sur l'international. Et Altran est en train de sortir de son problème allemand. Donc la restructuration en Allemagne se passe, moins 8% du chiffre d'affaires en Allemagne au premier trimestre, en Allemagne, c'est pas donc, catastrophique. On a l'impression qu'on est à un tournant, une inflexion, on veut accélérer. Il faut plus de cycles, et c'est effectivement... Mais on peut se retrouver sur des stars. Atos, c'est vraiment l'exemple. C'est la star de son secteur au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est, Donc, ce que j'entends, c'est que vous seriez favorable à couper encore plus les défensifs. Oui, les défensifs passifs, entre guillemets, pour aller pour aller vers du cycle. Je pense qu'on a un peu trop de... Iberdrola, c'est une défensive, c'est bien. Oui, mais comme vous dites, elle a un rendement de 7%. Mais elle a un rendement. Donc, avec une inflation négative, je pense qu'elle nous défend très bien et c'est une des plus belles performances depuis le début de l'année. C'est l'Espagne. Il y a du rattrapage. Je pense que les valeurs dites d'abonnement étaient les stars d'il y a 1 an ou 2 ans et il faut qu'on s'allège dans les valeurs d'abonnement. Donc c'est pas une critique. Ça a été Orange, ça a été formidable. J'attendrai encore un peu sur Orange, je pense. Mais ça n'a pas le potentiel qu'ont des valeurs de consommation un peu pushing ou des valeurs d'investissement. On a souvent parlé de Nexens, on a parlé d'Alstom. Dans l'investissement aussi, il y a des choses à faire. Tout à fait. Et puis, moi j'ai un joker, si j'ose dire, qui est Zodiac. Zodiac, on ne peut pas perdre si on achète du Zodiac, à mon avis, puisque soit Zodiac arrive à régler son problème de supply chain, comme ils disent, c'est-à-dire à livrer, et ça reviendra dans ces 30 €, il y a 50% à gagner, soit ils n'y arrivent pas, ils vont être vendus à Safran, et il y a peut-être encore plus à gagner. Moi, je crois qu'il n'y a vraiment rien à perdre sur cette valeur. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que le dossier est encore délicat. Je pense notamment sur... Mais les familles sont en train de céder. Voilà. Elles sont en train de craquer, et si elles craquent toujours plus cher. On a vu ça, on a déjà quand même 2,50 de Safran. Oui, je sais. Et c'était la semaine dernière où on a vendu du Airbus parce qu'on avait des craintes sur les résultats. En revanche, Airbus, c'est pas ça. Mais on n'a pas le côté spéculation qu'il y a sur Zodiac, qui de toute façon il a fait. Je suis d'accord. On n'en a pas là du Zodiac. Non, on les a vendus. On les a très judicieusement vendus. C'est pas le moment d'en reprendre, c'est encore trop tôt. Moi, je pense que le moment n'est pas loin. Le moment n'est pas loin. À réfléchir. Ok, d'autres idées? Parce que là, il y a eu beaucoup d'arbitrage. Alors, dans la semaine, ce qu'il faut noter, c'est quand même EDF. EDF qu'on a tenu. Et on a valu moins de 10 €, on vaut plus de 12 €. En 15 jours, 3 semaines, c'est ça a été un impact tenu. très négatif la semaine dernière dans notre fonds, puisqu'elle a perdu 11% et elle a récupéré. Et l'augmentation de capital annoncée, on commence à y voir plus clair, même si c'est un dossier politique, c'est très compliqué, on commence à y voir plus clair. Comme vous dites, on commence à y voir plus clair, augmentation de capital. Pas une décote si importante que ça. On en sera un peu plus en septembre sur le dossier, notamment avec Londres. Et puis, ils ont annoncé un fort plan de réduction de coûts de plus d'1 milliard. Donc, je pense qu'on a du potentiel. Alors, c'est vrai, c'est un dossier un peu spéculatif. Il ne faut pas oublier notamment EDF. Il y a eu des stocks qui sont survendus sur ce titre-là. Donc, je pense qu'il y a un retour bien plus haut sur ce titre-là. Autrement... Big Thierry Seb Thierry et Big qui pleure, donc c'est pas le contraire, même si c'est pas la même taille. Il y en a un ils annoncent tous les deux de la croissance, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Big, il y a un problème de gestion, c'est que il y a des grosses provisions pour des primes, on passe ça sur les détails. Mais Big déçoit quand Seb, qui sort de 3-4 ans difficiles, parce que Seb, c'était le pari chinois, qui avait beaucoup fait fantasmer, et Seb, on est exactement dans le schéma, la Chine se stabilise,
et les clientèles les plus riches ont des belles marges en Europe notamment. Et, très belle réussite c'est- sur non, les et alors, émergents. Si on regarde le portefeuille, donc, on n'en a pas. Non, on n'a pas de Non. SEB. donc. On avait du BIC, donc c'était normal qu'on n'ait pas de Bon. SEB, si j'ose dire. Oui. On peut y penser, c'est quelque chose Oui. auquel on peut On avait penser. joué BIC notamment sur son exposition émergent, sur la Chine notamment, qui D'accord. avait bien délivré l'année dernière. Et Donc, Et puis, on a Zodiac et Bic, c'est deux. Et puis on a du semaine. Michelin et on n'a pas Non, de BIC, Valeo. on l'a sorti, Mais c'est on Seb. voit qu'on est Seb. sur un marché, si on croit au feu de notre ami Paul, on voit sur un marché où on peut aller sur les stars. C'est pour ça que, par exemple, Atos, c'est vraiment l'exemple. On se concentre sur les stars. Et donc, on a du Michelin. On peut se demander, si on est sur l'automobile, s'il ne faut pas avoir du Valeo. C'est une question. Hein, j'ai pas... Pour l'instant, sur le secteur automobile, on a du Michelin. Oui, Donc, on a du pour Michelin. jouer donc- les donc, matières c'est une premières, star. le C'est une star, caoutchouc. c'est ce qu'il y a de mieux au Parce que monde. Michelin donc, pourra remonter ses prix, notamment. Et puis, pour l'instant, le secteur automobile a bien monté. Donc, jusqu'à c'est pour un secteur l'instant. qui résiste. Hein, Oui. on voit même aux États-Unis, même en Chine, Paul, quand on voit les Plastic Omnium sur ces tableaux de bord en Chine, alors, ils font pas le très très haut de gamme. Donc, mais ils gagnent de l'argent pratiquement autant sur une voiture moyenne gamme. Allez, on va finir avec Technicolor. Technicolor, donc on a un Bravo. peu souffert, mais on était quand même dans une phase un peu difficile depuis le début de l'année, malgré ça. On avait beaucoup gagné l'année dernière, on l'avait un peu allégé, on avait pris des bénéfices, et là elle est en hausse de plus de 16% aujourd'hui, notamment sur les acquisitions Doppler revenus au premier trimestre de Technicolor, donc, et son chiffre d'affaires s'est envolé de plus de 50%. C'est-à-dire que la techno, c'est aussi, par rapport aux défensifs passifs, les technos qui réussissent, c'est formidable. Hein. Alors, Apple, c'est pas une techno qui réussit. Elle a tellement réussi. Mais Technicolor, on est dans cet exemple. Il y a une valeur qui est chère, et donc c'est très difficile de la rentrer, c'est Ingenico. Mais Ingenico fournit à chaque fois mieux que Elle ce est qu'elle trop a dit. chère. Mais elle est trop chère, sauf qu'elle est toujours trop chère, c'est ça son problème. Oui, mais depuis le début de l'année, elle a Oui. un vilain parcours, hein, Génico. Mais, On souffre. Et donc, Ok. donc on est en train d'avoir un portefeuille qui peut se restructurer sur des stars. Et c'est un peu différent de gestion qui était malheureusement un peu bloquée sur l'indiciel. Donc, quand on parle de retour à la normale, en effet, on était très défensif. On va peut-être profiter du printemps un peu plus. On va commencer à retirer les. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, les mauvaises nouvelles sont mieux digérées par Oui. le marché et c'est finalement ça ce qui a changé. Avant, une bonne nouvelle, on ne la regardait pas. Aujourd'hui, on a tendance à la regarder et on a tendance à prendre un peu moins négativement des choses qui auraient Mais effrayé le marché. Tout il y a ça à pas cause si des longtemps. anticipations, parce que si 60% environ des sociétés du SBF 120 ont surpris positivement par rapport aux attentes, c'est parce que les analystes avaient beaucoup révisé. On est Ça nous d'accord. ramène on est au d'accord. momentum microéconomique. Voilà. Il ne faut pas Tout oublier bien. que Avec peut-être dans le mois qui vient justement une montée en puissance qui pourrait perturber un petit peu certains acteurs, c'est le Brexit, Alors, D'accord. ça c'est le grand sujet. Hein. Ça, c'est- qui a disparu presque des préoccupations. Ouais. Bah, on va finalement. pas refaire l'émission là-dessus. on en fera une. On aura mais- l'occasion de la Allez, faire. un mot de conclusion. Oui, parce que paraît-il qu'il y a eu une question qui a été posée sur Arcelor. On avait répondu la semaine Voilà. dernière, mais on peut à nouveau revenir Voilà. dessus parce que. Oui, donc là-dessus, je dirais, on en avait parlé il y a quelques temps d'Arcelor, où on avait dit qu'on mettrait bien un biais sur Arcelor, et puis on l'a pas fait, on a pris du Imerys, parce que pour le fond, si vous voulez, c'est Plus raisonnable. Oui, exactement. Il ne faut pas oublier que Arcelor, depuis le début de l'année, a gagné 69%. Bon, elle en a perdu 57 en 2015. Et une chose importante, c'est vrai qu'Arcelor a été fortement pénalisé, a été rattrapé par son endettement. Annonce de son augmentation de capital, la famille met 1 milliard, mais aussi à l'horizon, on voit l'horizon s'éclaircit notamment avec sur le fond des matières premières, et alors que le protectionnisme européen est en train de se réveiller, est en train de mettre des barrières, notamment sur le fer chinois. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose là-dessus. Et je pense que le stress financier est en train de s'évacuer sur le titre. Donc voilà. optimiste sur Arcelor. Quelqu'un qui veut faire un biais positif, oui, je dirais c'est très spéculatif. C'est comme Nous, ça on a un spéculatif. upside, je dirais, d'après notre modèle, qui est très haut, c'est-à-dire on a un upside à 9 euros, donc ça donne une amplitude de plus de 75%. Voilà, donc je On n'en a dirais... pas dans le portefeuille. Non, 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 Et parce on que... n'en prend pas. On n'en prend pas parce que c'est pas la philosophie du fond. Donc, C'est quand même dangereux. Hein. voilà, c'est pas la philosophie Quand du la fond. Chine annonce qu'elle a repris ses exportations, c'est qu'elle a dû, pour le moment en tout cas, exporter de l'acier. Hein. Il n'y a pas besoin. Puis et puis Ça d'autre commence par part, ça. c'est comme on disait il y a un mois, c'est le secteur qui est en train de se concentrer. On a vu alors. notamment Tata qui vendait aussi
qui fermait ses mines. Donc, Et puis, il y a un petit fantasme de dire que ThyssenKrupp peut prendre un bout d'Arcelor, etc. C'est quand même des mises qui sont très importantes sur des dossiers qui sont tellement longs que c'est un peu compliqué pour une gestion comme et la Arcelor distribue des dividendes malgré son endettement. Oui. C'est-à-dire Sans il doute est pour contrôlé Voilà. par une famille, hein. Ça aide. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Merci à tous, merci à vous pour ces explications, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Excellent.